Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, imaginons que je puisse compter jusqu'à 11. 11, c'est le nombre de... J'en suis capable, hein, il faut une des deux mains plus un doigt. Eh bien, c'est le nombre de députés que prêtait hier potentiellement Québec 125 à la coalition Avenir Québec s'il y avait des élections demain. Un parti qui passerait donc de l'hégémonie au tiers-parti. Pour en parler, nous recevons évidemment notre analyste politique, Emmanuel Latraverse. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai dit 11, mais j'aurais pu dire 1, hein, parce que dans le scénario catastrophe, il reste un député caquiste et c'est François Legault. Que t'inspire ce sondage qui annonce soit dégringolade, soit affaissement? Des lumières rouges sur le tableau de bord du gouvernement, c'est certain, mais objectivement, moi, je suis de ceux qui croient qu'à 2 ans du scrutin et avec un basculement de l'opinion publique aussi important que celui qu'on a vu au Québec, c'est dans ces circonstances-là que les sites et les méthodes de calcul de prédiction de sièges deviennent très périlleuses, si tu me permets. Pas que je remets en question la méthodologie et la qualité du travail de Québec 125, mais pour analyser ces résultats-là, il faut comprendre comment ils sont, comment ces modèles-là sont faits. Ces modèles-là sont faits avec 2 éléments essentiels. La règle de 3. Hein? Si avec 40% du vote, tu as 90 députés, avec 22, tu en as combien? Puis après ça, on inscrit dans le modèle aussi les résultats des élections passées. Donc, est-ce que c'est un comté qui avait une tendance péquiste ou qui a toujours été... c'est un château fort, c'est un comté pivot qui change tout le temps. Et là, on met tout ça dans des modèles mathématiques. Puis c'est là qu'on arrive avec les projections de sièges comme celles qu'on voit en ce moment. Le problème, c'est que quand tu as un gouvernement qui passe de 40% à 23% en un an, ben là, tout d'un coup, c'est tellement gros que tous les éléments qui contribuent à expliquer l'élection d'un député dans un comté sont évacués du calcul. Et c'est comme ça qu'on se ramasse avec des scénarios catastrophes, comme le fait qu'il n'y a à peu près aucun ministre du gouvernement Legault qui est susceptible d'être élu selon ce calcul-là. Geneviève, c'est Pierre Fitzgibbon, Christian Dubé, Bernard Drinville, Geneviève Guilbeault, nomme-les, ils passent tous à la trappe. Même la réélection de monsieur Legault n'est pas assurée. Ceci étant dit, les élections, c'est dans 26 mois, là. Donc, moi, je pense qu'il y a une grosse lumière rouge sur le tableau de bord de la CAQ, pas en termes de résultats, mais en termes de la fragilité de sa coalition. Tu sais, moi, c'est un de mes schèmes d'analyse, c'est quelle coalition électorale un parti est capable de former pour se faire élire. On en a beaucoup parlé en ce qui a trait au fractionnement de la coalition de Justin Trudeau, à la nouvelle coalition qu'essaie de bâtir Pierre Poilievre. Mais là, le problème, c'est que ça illustre la vulnérabilité immense de la coalition de M. Legault, qui a toujours été vue comme une coalition 50-50, hein? Souverainistes, fédéralistes, qui se rejoignent dans le nationalisme de cette troisième voie. Or, à partir du moment, et c'est ce que montrent les chiffres, que le PQ réussit à ramener au bercail ses électeurs, parce que pour l'instant, nous n'en sommes que là, bien, l'effet que ça a, c'est pas que les Québécois sont en amour avec le Parti québécois. L'effet que ça a, c'est que la coalition électorale de M. Legault se fracture et s'effondre et lui apporte une fragilité qui fait en sorte qu'il perd ses comtés sur lesquels il comptait. Mais surtout, c'est que la coalition caquiste. C'est-à-dire, si on voit ça, qu'est-ce que c'est au début? Il a récupéré la DQ, très bien, ça lui donnait une base à droite. Et ensuite, il y a eu un transfert de tout, on pourrait dire, les nationalistes convaincus, mais qui ne voyaient plus d'avenir, dis-je, à court terme ou à moyen terme pour l'indépendance du Québec. Les libéraux découragés aussi. Aussi, oui, mais c'est une part plutôt mineure de la coalition, c'est-à-dire sauf chez les élites. Mais dans l'électorat, quand le 4-5-0 passe à la CAQ, quand les régions passent à la CAQ, c'est l'électorat qui votait Bleu Québec qui vote pour un autre Bleu Québec. Mais là, ce qui se passe, effectivement, c'est que là, le vote conservateur semble récupérer, la bande à Duhem récupère le vote un peu adéquiste fort, le noyau dur de la DQ. Les nationalistes reviennent à la CAQ. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui?
à la CAQ, on dirait que c'est un syndicat d'opportunistes déçus. C'est-à-dire des gens qui ont pris un véhicule, mais qui ça va nulle part, puis ils peuvent pas quitter en ce moment. Mais le fait est qu'il y a l'absence de noyau doctrinal. Quand on parlait Je aux te trouve leaders... cruel, là, un syndicat d'opportunistes déçus. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui Et de préfèrent... nationalistes qui avaient fait un Ouais, calcul légitime, en se disant on va passer par minute, là. là. Le monde n'est pas binaire, là. Il y a des gens Non, qui sont très nationalistes, qui ne sont bien pas sûr. prêts à embarquer dans le projet de la souveraineté dans les années actuelles, pour Qui, plein de raisons. Hein? parmi Qui? les Ben, cadres, parmi les cadres, je connais des gens qui ont dit ça ne se fera pas, donc on va essayer de faire autre chose, mais les gens qui ben ont c'est ça, changé d'idée mais de fond sur ça, je les connais pas. J'en connais oui, pas mais mal dans ce parti-là, je connais moralisement, pas de ce ne sont convertis, pas je tous connais des des déçus. opportunistes, là. Moi, je pense qu'il y a des Je, gens qui je croient à comprends. l'idée de cette troisième voie. Je pense qu'elle est importante, mais le problème, c'est que à partir du moment où la coalition de M. Legault est fragilisée par la désaffection des électeurs péquistes et par une très marginale désaffection du vote plus à droite, ben là, la coalition s'effondre. Moi, ce que je trouve qu'il y a de plus révélateur encore dans ces chiffres-là et dans ces calculs de projection-là, parce qu'il n'y a pas que la joute électorale autour de ça, c'est que ça illustre à merveille l'extraordinaire distorsion de notre système électoral. Alors, avec 33 des voix, on est dans un scénario où on peut avoir un gouvernement du Parti québécois majoritaire et où le Parti libéral, avec moins de votes qu'en 2022, réussit à faire élire 5 députés de plus. Alors, c'est ça qu'il y a de fou là-dedans. C'est que ça illustre à quel point les campagnes électorales au Québec se gagnent à la marge, se gagnent parce que, à cause de la multiplicité des partis politiques, à cause de notre système électoral qui a les qualités de la stabilité, mais le défaut de la distorsion, mais finalement, c'est des petits basculements de 2, 3, 4 dans des comtés qui font complètement changer le portrait électoral. Moi, je pose la question, cependant, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, puis j'espère qu'il se prépare une réponse. Si on se retrouve en 2026 avec un gouvernement majoritaire du Parti québécois, mais qui est élu avec 34 des voix, est-ce qu'il y a le mandat populaire pour faire un référendum? Ah, ben, C'est t'as ça la l'instant. question qui va se poser. Le système parlementaire qui est le nôtre ne permet pas, enfin, même, il permettrait théoriquement de faire l'indépendance sans référendum, mais laissons de côté, on a décidé de faire autrement. Mais ça permet au moins d'appeler un référendum à 34%, c'est pas sûr qu'on va le gagner. Mais ça, à un moment donné, si en plus t'as pas le droit de lancer un référendum si t'es majoritaire, mais là, à un moment donné, c'est quoi les conditions Non, pour mais que je vais juste l'indépendance te du dire Québec que puisse la se réaliser? question va se poser pour lui. Ceci étant dit, on est Non, encore c'est une loin question de ça. d'opportunité, c'est pas une question de légitimité. C'est une question d'opportunité plus que de légitimité. Non, la vraie question, je Oui, la retourne. non, je C'est-à-dire, ne suis pas d'accord. C'est valable théoriquement. Mais dans les faits, tu ne veux pas faire un troisième référendum si tu ne crois pas avoir de sérieuses chances de le bien gagner. sûr, mais ça Et va de soi. être élu majoritaire avec 35 du vote populaire, tu n'es pas à très sérieuse chance de le gagner encore. Et je pense que c'est ça le dilemme qui va se poser pour le Parti québécois. Mais je te retourne la question. Moi, je pense que la vraie question qui va se poser à PSPP, c'est pas la question de la légitimité du référendum. C'est lui qui a été un partisan toute sa vie de la réforme du mode de scrutin. Est-ce qu'il va l'être encore quand le mode de scrutin va de nouveau avantager le Parti québécois? Dire là, François Legault, en ce moment, il doit se mordre les doigts, les pouces, les orteils en se disant j'aurais dû changer le mode de scrutin en temps réel, ça m'aurait permis de survivre quand tout s'effondre. Et donc là, la question, c'est est-ce que le Parti québécois va finalement se débarrasser d'un mode de scrutin qui leur a servi à nouveau? Ça, je pense que c'est plus compliqué. Ben oui, c'est une bonne question. On devrait la lui poser. Sais-tu quoi? Je te promets, la prochaine fois que je l'ai en entrevue, je vais lui poser la question. Ceci étant dit, on est loin de ça. Hein. Je veux juste qu'on se rappelle tous là, de l'année 2011-2012. En octobre 2011, Pauline Marois est à 18 dans les intentions de vote. Ça va mal dans son caucus, c'est la fronde, tout le monde gueule, etc. 6 mois plus tard, elle a monté à 26 et un autre 6 mois plus tard, bon, tu me diras qu'il y a eu le printemps érable là, qui n'a pas aidé, mais elle réussit à gagner les élections. La réalité, c'est qu'il est trop tôt pour la CAQ de s'avouer morte. Moi, le problème que je vois là-dedans, c'en est un de direction.
on a beaucoup parlé dans les dernières semaines du courage de Brian Mulroney, du courage de faire ce qu'il fallait et d'être impopulaire. Tu sais, c'est la fameuse réserve de courage à laquelle aussi souvent fait référence M. Legault. Mais là, M. Legault est dans une position où il doit décider comment il utilise cette réserve de courage-là. Est-ce qu'il l'utilise vraiment dans le sens qu'on le prête à Brian Mulroney, où on joue le tout pour le tout, quitte à tout perdre, mais à faire des changements Oui. fondamentaux, ou est-ce qu'on le joue pour essayer de sauver la mise? Et ça, Oui. c'est la hantise du troisième mandat. Oui, C'est mais Emmanuel, c'est d'utiliser... jouer le tout pour le tout, il faut savoir qu'est-ce qu'on joue. Je veux dire, si tu te présentes Oui, à une oui. table, tu joues, tu mises. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que François Legault peut miser en ce moment. Je ne sais pas c'est quoi son programme sa question nationale, je ne sais pas sur les questions économiques avec le budget, je ne sais pas exactement. Donc, miser pour le tout, mais c'est quoi le tout? Ben, c'est ce qu'il faut qu'il définisse. Non seulement il doit Objectivement, savoir s'il mise le tout pour le tout, mais il ne sait pas c'est quoi le tout. Ça commence à être compliqué. oui, ça commence à être compliqué. C'est la raison pour laquelle il est à 23 dans les intentions de vote et que le Québec est aux prises avec une psychose collective autour de l'éclipse. Parce que ça me fait... Ce qui nous conduit à Bernard Drinville et Non, mais l'Ordre attends, des faut que je te enseignants. dise une chose sur Ah, l'éclipse. vas-y. Si on veut comprendre pourquoi c'est si difficile de gouverner le Québec, là, comme tu sais, j'habite à Ottawa, toutes les écoles aussi sont fermées Ma en pauvre. Ontario. En Ontario, le ministre de l'Éducation a même osé dire que lui était d'accord avec l'idée de déplacer des journées pédagogiques. Il n'y a pas de psychose ici dans les médias autour de l'éclipse. Mais pourquoi? Parce qu'au Québec, notre gouvernement, c'est le gouvernement du Québec et que les petites controverses deviennent d'immenses tempêtes qui happent la volonté, la force Ah, et le courage du gouvernement qui est mais, pogné à gérer une éclipse au lieu de mais faire de grandes choses. Mais c'est un effet de distorsion, si je peux me permettre, du cadre fédéral pour nous. C'est-à-dire, notre gouvernement provincial se vit comme un gouvernement national, donc on traite de Oui, manière nationale des questions municipales. exactement, absolument. Raison de plus pour faire l'indépendance du Québec, je suis absolument d'accord avec toi. Donc, tu voulais nous parler de Bernard Drinville. Mais si. Tu voulais nous parler de Bernard Drinville et de l'ordre. Faut-il ou non créer un ordre des enseignants? Mais je trouve très intéressant parce qu'il y a un groupe d'enseignants qui ont lancé cette offensive-là pour remettre à l'avant-plan le débat. Ils réclament la création d'un ordre des enseignants. Ils ont mis en place un site web avec tout un argumentaire, donc qui s'adresse aux profs pour solliciter leur engagement et qui s'adresse aussi aux parents et aux citoyens normaux pour qu'on signe une vaste pétition et qu'on crée un mouvement de mobilisation. Ce qui est intéressant, au-delà du fait qu'on a des profs qui tentent de s'organiser en marge du syndicalisme, moi, je trouve que c'est très révélateur sur le climat actuel et l'emprise des syndicats sur le débat sur l'éducation. Mais ce qui est de plus révélateur encore, et de triste, à mon avis, c'est la réponse du ministre Drainville. Le ministre Drainville, qui fait partie d'un parti politique qui a déjà et longtemps prôné la création d'un ordre des enseignants, dit on n'en a pas besoin parce que j'ai fait des réformes. Finalement, les sanctions vont être beaucoup plus sévères là, pour les profs violents, délirants, intimidants et tout le reste, là, les agresseurs sexuels. Et pour ce qui est de la formation et le suivi de la qualité de l'enseignement, ben maintenant, on va donner ça à un institut avec des experts qui vont nous donner des bons conseils. Fait que dans le fond, là, ce que fait un ordre professionnel, là, on va s'en occuper nous-mêmes. Ah, mais. Ouais, mais moi, je te retourne la question. Un ordre des enseignants, dans les faits, ça viendrait confirmer le pouvoir des facultés de sciences de l'éducation, parce que ça serait direct, là. Qui a mis la main sur la formation des enseignants depuis longtemps et qui est à l'origine de tout le discours sur les apprenants, les compétences transversales, le socio-constructivisme. Et là, aujourd'hui, alors qu'on veut faire en sorte que plusieurs personnes qui ont un bac en histoire, maîtrise en histoire, bac en français, maîtrise en littérature puissent enseigner, eh bien, dans les faits, un ordre comme celui-là qui passerait par les facultés empêcherait tous ces gens d'avoir la filière de contournement qui leur permettrait d'enseigner. Donc, un ordre dans le contexte québécois, un tel ordre, ça limiterait la capacité de multiplier les voies d'accès à la profession enseignante. Drainville n'est pas si fou que ça là-dessus. Ben, moi, je ne suis pas entièrement certaine. Ça dépend comment tu le constitues, cet ordre-là, et qui le dirige, objectivement. Je pense que quand on voit l'impact d'un collège des médecins, par exemple, dans le débat public sur notre réseau de la santé, tu vois l'avantage qu'aurait un ordre des enseignants sur le débat entourant l'éducation. Moi, le problème, c'est que je trouve que tant, justement, que tu refuses cet arbitre
indépendant de la profession qui est dirigée vers l'excellence et la protection du public avant tout, tu consacres dans les faits que le débat sur l'enseignement, comment enseigner, comment organiser notre réseau scolaire, va continuer d'appartenir au mouvement syndical, avec les conséquences que ça a et qu'on connaît. Et non seulement ça, là, toi, tu rêves et tu es enthousiasmé par la perspective d'un ministre qui tient tête en ce moment aux facultés d'éducation des Oui. constructivistes. Je veux bien, mais il va être là combien de temps, Bernard Drinville? Il n'y a Et pas la justement, c'est pour ça qu'il ne doit pas structure gâcher mise son en mandat. place. Non, mais il n'y a pas la structure mise en place actuellement pour s'assurer qu'on retire cette mainmise que tu reproches Ben, aux facultés l'Institut d'excellence. d'éducation. L'Institut d'excellence en éducation, c'est là pour ça. C'est la contre-expertise nécessaire pour le faire. Tu sais, moi, je dis souvent la blague, moi, je veux me séparer de deux choses dans la vie, hein, d'Ottawa et du complexe pédago-ministériel québécois. Dans les circonstances, Drainville, plus il diminue le pouvoir et des syndicats et des facultés, plus il redonne du pouvoir à Mais l'école, jusqu'où? aux parents, aux enseignants surtout. Ben, est-ce qu'il retire vraiment du pouvoir aux syndicats dans ce projet de loi-là? Moi, j'en suis pas certaine. On va voir comment cet institut va réussir à fonctionner. Et jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas changé les termes selon lesquels les profs décident ce qu'ils font, etc., selon lesquels les professeurs ne sont pas évalués pour leurs compétences. Attends, Non, mais attends une minute, c'est sérieux, là. l'évaluation par Les les élèves, on sait ce que c'est, là. Non, mais ils sont pas. Il n'y a aucun mécanisme pour évaluer la compétence d'une enseignante en 6e année quand ça fait 20 ans qu'elle enseigne. Et objectivement, dans la mesure où les profs ont encore le loisir de choisir les formations qu'ils prennent, mais ça veut dire que c'est pas évident qu'ils prennent toujours les formations dont ils auraient vraiment besoin. Ce qu'un ordre professionnel assure cependant. Donc, moi, je veux bien donner la chance aux coureurs de cet institut d'excellence en éducation, mais la preuve n'est pas faite qu'il sera à la hauteur en termes de règles et d'encadrement de la formation que l'est, par exemple, un collège des médecins qui impose des règles extrêmement strictes aux médecins. Et la raison pour laquelle les médecins se soumettent à cet investissement de temps et d'argent qui vient avec les formations, c'est parce que sinon, leur licence est mise en péril. Si je peux me permettre, la meilleure manière de se perfectionner, ça consiste à lire dans sa matière toute sa vie. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Vas-y, une dernière phrase. Je suis bon joueur. C'est Une ton dernière phrase. élitisme qui t'honore, mais qui n'est pas un reflet de la société en général, mon cher. Attends, dire que les gens doivent lire, c'est de l'élitisme. Dans quel monde sommes-nous? Là, je Oui, garde mais les on est derniers dans mots. un monde où on dit aux gens où on ferme les écoles parce qu'il y a une éclipse, tu sais, franchement. Nous reparlons de l'école demain. On va notamment parler de la situation des jeunes garçons dans les écoles québécoises demain. Ce sera un de nos deux sujets. Cher Emmanuel, à demain. Merci infiniment. Au revoir. Bye bye. Chers amis, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour la poursuite du décryptage de cette actualité qui toujours nous échappe, mais que nous cherchons à rattraper. À demain.